Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et comme une semaine sur deux, c'est à mon tour de vous accompagner dans cet épisode et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'histoire du whisky KEY qui est le whisky irlandais. Si vous ne vous souvenez pas pourquoi on l'appelle whisky, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode 17, je l'explique à la fin dans une anecdote. Avant de parler de son histoire, définissons ensemble ce à quoi ressemble un whisky irlandais. Sa première particularité est d'être issu d'une triple distillation. Cela le rend plus subtil, plus doux et plus fruité que les whiskies qui ne sont distillés que 2 fois. Ensuite, il est le plus souvent fabriqué à partir d'un pur pot still, c'est-à-dire un mélange d'orge maltée et non maltée. Cela est dû à une taxe imposée sur l'orge maltée au XIXe siècle, ce qui a poussé les producteurs à faire ce mélange pour faire baisser les coûts. Si l'un d'entre vous d'ailleurs sait pourquoi on appelle ça un pur pot still alors que c'est un mélange, je suis preneur de l'information. On peut entendre dire aussi que les whiskies irlandais ne sont pas tourbés. Ils sont peu courants, mais cela existe quand même. Par exemple, le whisky Connemara, qui est un pur produit de la tradition des whiskies irlandais, est bien tourbé. Pour parler de l'histoire du whisky en Irlande, je ne remonterai pas jusqu'à ses origines, qui se perdent dans les brouillards du temps. J'ai traité cette question dans le tout premier épisode, n'hésitez pas à aller le réécouter. Je rappellerai juste que Saint-Patrick était irlandais et que cela fait très longtemps qu'on fabrique du whisky en Irlande. Rendez-vous donc au XVIe siècle. Jusque-là, la production et la consommation de whisky étaient principalement domestiques, mais elles commençaient à croître et la notoriété de cette boisson commençait à déborder des frontières de l'île. Au XVIe donc, ce sont les Tudors qui sont sur le trône d'Angleterre. Vous les connaissez sûrement, c'est Henri VIII et toute sa clique. Il va y avoir un accroissement de l'emprise des Anglais sur l'Irlande. La reine Élisabeth Ier, qui buvait elle-même du whisky et qui l'appréciait, voulait profiter de la notoriété croissante du précieux breuvage et décida donc de lever un impôt. Pour cela, la couronne vend des patentes, c'est-à-dire des monopoles pour un produit donné sur une région donnée. Par exemple, je suis un riche noble anglais, j'achète une patente pour la production de whisky dans la région de Galway, par exemple, et ensuite je vais vendre des licences aux producteurs locaux. C'est plutôt lucratif en général. Ce système est mis en place en 1608, la même année que la création de la distillerie Bushmill, qui se targue d'être la plus ancienne distillerie sous licence. En fait, elle ne sera enregistrée légalement qu'en 1784, mais la maison préfère cette date de 1608 et on les comprend. Je fais juste un rapide focus sur cette distillerie qui est emblématique dans le paysage des whiskies irlandais. Elle tient son nom des moulins, ou mills, qui se trouvaient sur la rivière Bush tout simplement, d'où Bushmill. Elle se situe dans le nord de l'Irlande et elle n'a toujours distillé uniquement que du pur malt, même à partir de 1850 lorsque l'orge fut taxée. Ce système de monopole ne dura pas longtemps, peut-être parce que le gouvernement anglais voyait à quel point ce système bénéficiait aux intermédiaires. Bref, en 1661 fut créé l'Excise Department, qui était chargé de récolter des taxes sur le prix sur alcool et de combattre aussi la production des whiskies illégaux appelés potins ou pitins. Tout d'abord, les taxes étaient appliquées sur le volume produit. Il était taxé à 4 pence le gallon. Il y avait alors plus de 2000 alambics sur l'île. C'était un peu compliqué à suivre, alors l'Excise Department changea de méthode en 1779 pour cette fois-ci taxer les alambics. Les plus petits, c'est-à-dire ceux de moins de 40 gallons, soit l'équivalent de 150 litres, c'est-à-dire aussi ceux qui peuvent être cachés le plus facilement, furent tout simplement interdits. Ces réformes furent contre-productives car la même année, le nombre d'alambics déclarés est passé de 1228 dans toute l'Irlande à seulement 246. La fin du XVIIIe et tout le XIXe est l'âge d'or du potin, donc le whisky clandestin. Sa production explose et sa qualité dépasse même celle des productions officielles. En même temps, c'est une véritable guerre menée par le gouvernement contre cette production clandestine. Les lois changent en permanence, ce qui ne motive pas vraiment les distilleries à rentrer dans la légalité. Le métier d'inspecteur de l'excise est d'ailleurs très dangereux. Ils subissent en permanence des intimidations ou des agressions, certains sont même tués. La police ou l'armée est parfois obligée d'accompagner ces agents de l'État. C'est à cette époque que seront créées officiellement des distilleries comme Jameson en 1780, et c'est le whisky le plus vendu au monde, ou Powers en 1791, qui est le plus vendu en Irlande,
Middleton en 1825 ou encore Tullamore en 1829. En 1823, la loi est enfin simplifiée. L'effet est immédiat et en moins de 10 ans, le nombre de distilleries officiellement déclarées augmente et passe de 40 à 93. L'industrie du whisky va connaître un second souffle. On va alors observer un bond technologique et le whisky irlandais va devenir celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Les alambics notamment vont beaucoup grossir. Le cas le plus extrême est à Middleton où est construit un alambic de 31 500 gallons, ce qui fait presque 120 mètres cubes. Il est assemblé sur place et la distillerie est construite autour. À la fin du 19e, les exportations de whisky aux États-Unis sont supérieures à celles du scotch. Sa réputation est telle que des négociants anglais n'hésitent pas à faire transiter le scotch par l'Irlande pour l'appeler Irish et le vendre ainsi plus cher. Le 20e, en revanche, sera moins clément avec l'industrie du whisky. Les ligues de tempérance, qui militent pour l'abstinence totale en termes de consommation d'alcool, ont fleuri tout au long du 19e et portent un coup dur aux distilleries. À cela s'ajoute la prohibition, qui prive les Irlandais de leur marché américain, et la guerre civile irlandaise, qui les prive de leur marché anglais. Les deux guerres mondiales ne vont pas améliorer la situation, et l'apparition des blends écossais leur fait une sérieuse concurrence. Tout cela combiné fait qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne reste plus que 4 distilleries en Irlande. En 1966, Jameson, Power et Cork Distillery se regroupent en une seule entité, nommée tout simplement Irish Distillers, avec une seule énorme distillerie située à Middleton. Ils seront rejoints quelques années plus tard par Bushmills, qui était la dernière distillerie indépendante. En 1988, le groupe est repris par Pernod Ricard. Alors je ne vais pas vous laisser sur cette note amère, puisque depuis 2007, le whisky irlandais reprend du poil de la bête. Des petites distilleries de craft whisky sont créées et les anciennes distilleries continuent à innover pour trouver de nouveaux amateurs. Bushmill, par exemple, a essayé des fûts en bois d'acacia pour leur maturation, et ceux-ci offrent de belles notes épicées et chaudes à leur whisky. Aujourd'hui, on compte une 20aine de distilleries en Irlande. J'ai été très long, je vous laisse donc sur cette bonne nouvelle, mais je vais tout de même au devant de vos remarques. J'ai parlé de whisky irlandais, mais pas d'Aeneas Coffey, qui était en effet irlandais. Il faut savoir que son invention fut surtout utilisée par les Écossais, car les Irlandais pensaient que ce procédé ne permettrait pas la même qualité que leur triple distillation traditionnelle. Je vous parlerai de Coffey dans un autre épisode, c'est promis. Allez, à la semaine prochaine avec Pauline sur un Scotch Up.